accepté notre invitation et je te laisse la parole. Merci Yasmine. Bonsoir à tous. Je suis content d'être avec vous. J'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances, puisque effectivement, depuis le 7 octobre, en Israël, nous sommes dans une situation qui est imprécédente, sans précédent. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'en fait, Israël, nous sommes dans une situation de traumatisme collectif continu. Malheureusement, puisque à l'heure où je vous parle, nous avons en permanence des émissions de télévision qui nous transmettent tout ce qui se passe avec les otages qui sont relâchés. Ça fait déjà le 5e ou 6e jour, on perd un peu le compte. Et en fait, la majorité des gens en Israël sont devant leur télévision en train de voir ce qui se passe et en train de, minute par minute, voir comment se déroule cette tragique situation. Mais heureusement, au moins, la seule lueur, pas seulement, mais l'une des grandes lueurs que nous avons, c'est en fait, le fait que presque une centaine, j'espère plus d'une centaine d'otages vont être relâchés, qui est absolument, je dirais, euh, vraiment, ça réchauffe énormément le cœur. C'était une situation où je pense qu'il y a quelques semaines, on n'espérait pas avoir tellement d'otages relâchés. Mais je ne vais pas parler ni des otages, ni de la catastrophe qui s'est passée le 7 octobre, d'essayer d'expliquer ce qui est inexplicable, parce qu'effectivement, je pense que ce qui s'est passé est absolument inexplicable et qu'il va falloir beaucoup, je dirais, d'analyse interne en Israël pour comprendre comment on est arrivé à cette situation, et au niveau des renseignements militaires, et au niveau tactique de l'armée qui, pendant des heures, des gens étaient dans leur mamad, qui est cette chambre fermée dans les kibbutzim, sans que l'armée, en fait, ne vienne à leur aide, et comment est-ce que tout le concept de, en fait, avoir un tel ennemi qui se renforce autour de nous, ça, à côté de nous, à Gaza, comment tout ce concept a pu exister pendant tellement de temps. Mais je vais vous parler en fait de ce qui se passe au niveau économique en Israël, essayer peut-être d'éclairer beaucoup de choses qui malheureusement, nous sommes tous aujourd'hui, euh, je dirais, nous sommes les victimes de fake news. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, quels sont les faits, quels ne sont pas les faits. Ça fait partie de la guerre dans laquelle le monde entier affronte, et Israël également. Donc, je vais essayer de vous donner pas trop de chiffres. Je sais que vous n'êtes pas tous des économistes. Moi, j'ai une carrière de 30-40 ans d'économie derrière moi. J'ai essayé de faire de l'économie politique pour des non-économistes en vous parlant un peu plus de ce qu'on appelle la macroéconomie, donc quelle est la situation d'Israël avant, pendant, après, et surtout peut-être de parler de l'après, quels sont les défis et quels sont peut-être même, je dirais, les, euh, les lueurs qu'on peut voir à l'horizon, puisque dans chaque crise, on peut peut-être trouver également des côtés positifs, et je vais essayer d'en parler également. Euh, alors évidemment, le 7 octobre, Israël déjà était depuis 9 mois dans une situation où vous êtes tous au courant, ou ceux qui ne le sont pas, où il y avait, je dirais, une instabilité politique qui avait déjà des répercussions au niveau économique. Euh, et effectivement, tous les samedis soirs, on descendait, moi d'ailleurs également, dans la rue pour essayer d'empêcher un changement constitutionnel ou en fait d'équilibre entre les trois branches du judiciaire, de l'exécutif et du et de et en fait de la oh, pardon en fait les trois branches exécutif, judiciaire et exécutif. Donc tout ça avait déjà une certaine répercussion sur l'économie israélienne, mais finalement, quand on regardait les fondamentaux de base de l'économie israélienne, c'est-à-dire pour des non-économistes, ce qui est important, c'est l'inflation, les taux d'intérêt, la dette extérieure israélienne, le déficit budgétaire. Euh, Finalement, le gouvernement, malgré tous les problèmes, avait fait passer un budget et pour 2023 et pour 2024, et la situation économique était finalement
relativement bonne. Je sais que je représente le patronat et les secteurs privés israéliens. De façon générale, on n'est jamais content de ce que fait le gouvernement. Donc, on avait effectivement des revendications, etc. Mais finalement, quand on compare la situation israélienne avant le 7 octobre à la situation dans le reste du monde, finalement, la situation israélienne était relativement bonne. C'est vrai qu'on parlait à l'époque de peut-être une baisse de notation avec des agences de notation israéliennes, mais fondamentalement, les bases étaient très fortes. Est venu le 7 octobre, donc qui a trouvé Israël économiquement relativement stable. Et la première grande chose en fait qui s'est passée, c'est effectivement la mobilisation de 350 réservistes. Et ça, c'est le grand problème que nous avons aujourd'hui dans l'économie israélienne. Le problème est finalement un manque de main-d'œuvre pour les entreprises. Mais là aussi, il faut mettre les choses dans leur proportion réelle. On parle de 350 000 réservistes sur une population en fait active de 3 à 4 millions de personnes. Donc c'est moins de 10% de la main-d'œuvre. C'est vrai, ce sont en partie les jeunes de l'âge de entre 18 et disons 40, 45 ans, 50, ça dépend. Ce sont les gens donc, qui sont le plus actifs dans la vie active. Mais une fois de plus, il faut voir les choses dans leur proportion. Alors c'est vrai que c'est pour la première fois où en Israël, depuis très longtemps, on a tellement de réservistes qui ont été appelés. Et c'est vrai qu'on peut se demander, est-ce que le pays peut continuer à fonctionner de cette manière? Alors, j'ai devant moi des sondages qui ont été faits par la Manufacturing Association, l'autre organisation à laquelle je fais part. On a fait des sondages pour les entreprises, pour les industries, pour savoir combien d'elles travaillaient, ne travaillaient pas, étaient affectées, n'étaient pas affectées. Alors, c'est vrai que la première semaine après le 7 octobre, plus de 30% des entreprises étaient fermées. Aujourd'hui, plus que 1% des entreprises industrielles sont fermées en Israël. Cela ne veut pas dire que la situation est bonne dans toutes les entreprises. Il y a un manque de main-d'œuvre, il y a un ralentissement dans la production. D'un autre côté, il y a aussi, je dirais, une mobilisation absolument extraordinaire de la société civile en Israël. Et finalement, la chance peut-être que nous avons en Israël, c'est d'avoir déjà eu l'expérience de telles crises, ou de crises qui ressemblent. C'est-à-dire, vous savez très bien qu'il y a eu des différents rounds militaires où le Nord était paralysé pendant quelques semaines, où le Sud était paralysé, et à chaque fois, on peut voir, et il y a les statistiques, et tout le monde peut le voir, que l'économie israélienne a réussi à rebondir relativement vite après ce genre de crise. Alors c'est vrai que cette crise aujourd'hui est une crise différente. Ce n'est pas comme les autres crises, c'est une crise qui a des caractéristiques qui sont très spéciales. Tout d'abord, le nombre de réservistes appelés. Combien de temps ils vont être appelés, c'est à savoir, et quel est le prix que ça va coûter à l'économie. Une fois de plus, en Israël, on a un système qui est rodé, où finalement, pour les réservistes qui sont appelés, leur salaire, grosso modo, n'est pas touché. C'est-à-dire ils reçoivent une grande partie de leur salaire pendant toute la période où ils sont en milouim, en réserve. Les entreprises, elles, n'ont pas à payer ce salaire puisqu'il est payé par la sécurité sociale, par le système gouvernemental. Alors, par exemple, l'une des choses, puisque comme la période de réserve maintenant est beaucoup plus longue, l'une des mesures qui ont été prises, c'est que, en fait, on va payer le salaire est payé par l'employeur qui reçoit l'argent de la sécurité sociale et finalement, on a seulement, je dirais, avancé le remboursement aux employeurs. Pas à la fin des milouim comme ça se faisait d'habitude, mais dès le départ. Donc, pour l'instant, pour tous les gens qui sont appelés en tant que réservistes et qui sont des salariés, il n'y a pas de problème très, je dirais, très sérieux. Une fois de plus, il y a un gros problème avec les gens qui sont des indépendants, qui ont leurs petites affaires, leurs petits commerces, qui sont appelés, et il y a une grosse différence entre les indépendants et les salariés. Mais donc, ce genre de problème, je pense que le gouvernement a et l'argent pour remédier à ce problème, et au moins pour garantir un minimum pour les gens qui sont appelés sous les drapeaux. Le deuxième problème auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est le fait que nous avons, pour la première fois en Israël, des gens qui ont été, je dirais, des réfugiés internes. On parle de à peu près 150 000 à 200 000 Israéliens qui, en fait, ont quitté l'endroit où ils habitaient, ceux qui sont autour de la bande de Gaza ou ceux qui sont au nord
sur le long de la frontière libanaise et qui en fait ont été ceux du sud. Leurs maisons, une grande partie ont été endommagées, brûlées, saccagées et tout. Et en fait, on fuit sans rien et en fait sont des vrais réfugiés qui ont trouvé refuge ou dans des familles, dans leurs familles, où le gouvernement a mis en place tous les hôtels, que ce soit à Eilat, à la mer Morte, à Tel Aviv, à Haïfa, pour accueillir ces gens-là. C'est un problème et humanitaire et un problème économique, mais là aussi, n'oubliez pas que nous parlons de 200 000 personnes sur une population de plus de 10 millions. Donc il faut mettre les choses dans leurs proportions. Une fois de plus, je suis un macroéconomique, je parle de façon générale, mais c'est vrai que chaque personne, chaque individu est un problème à 100%. Mais quand on voit le problème dans sa totalité pour l'État, pour les caisses de l'État, tout ça, c'est des choses qui sont gérables. Une fois de plus, l'État d'Israël, aujourd'hui, sa situation financière, nous avons des réserves de 200 milliards de dollars. Ce n'est pas l'argent qui manque. L'argent, ce qui manque, c'est peut-être les systèmes d'allouer l'argent d'une façon efficace et que cet argent arrive comme il faut aux gens qui en ont besoin. Là aussi, malheureusement, on a eu l'expérience du Covid pendant presque 1 an et demi ou 2 ans. Là aussi, vous aviez un pays qui était, comme en France, complètement, je dirais, au point mort. Et on a très bien vu que finalement, le gouvernement a réussi à mettre en place des systèmes de support. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont énormément souffert, des commerces qui ont fermé, etc. Mais l'année après le Covid, la croissance de l'économie israélienne était à plus de 6,5%. Ce qui est absolument invraisemblable, mais c'est vrai, ça s'est passé. Donc le rebond de l'économie a été très fort. Et les moyens qui ont été mis à la disposition et des entreprises et des salariés et des indépendants, finalement, quand on regarde les résultats après le corona, on peut presque faire du copy-paste et voir que ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est également ce genre de systèmes qui sont mis je dirais, pour aider les entreprises et pour aider les personnes en besoin. C'est vrai que, et je sais, puisque j'ai été interviewé à plusieurs reprises, et je sais que vous avez, une partie de vous peut-être ont des familles en Israël, entendent des rapports où on dit, mais le gouvernement ne fait rien, l'argent n'arrive pas. Une fois de plus, j'ai été fonctionnaire pendant 25 ans, je sais comment la fonction publique agit. Je pense qu'on a un gros problème en Israël de gestion, de bureaucratie, et ce n'est pas fait parce qu'on veut punir quelqu'un, c'est fait par tout simplement, il y a une inefficacité de la fonction publique et beaucoup doit être refait. Une fois de plus, heureusement, dans les premières semaines, la société civile israélienne, et d'ailleurs, on a très bien vu que tous les groupes qui étaient en train de manifester les samedis soirs, surtout on appelle les frères de ce qu'on appelle Achim Laneshek, ont changé, mais alors en 24 heures, ils se sont servis de toute leur infrastructure qui appelait les gens à venir manifester et les ont transformés en une infrastructure qui vient aider les gens en besoin. Et on a vu vraiment cette solidarité absolument incroyable et cette mobilisation et je dirais, tout ce qu'on disait sur la société israélienne qui était en train de s'effriter avec les divisions, etc. Et peut-être que ça a été l'un des facteurs qui a fait penser à monsieur, je ne sers pas de ce nom pour monsieur, mais à cette bête sauvage de scie noire, que peut-être il pouvait profiter de cette situation. En fait, je dirais que ce qui s'est passé le 7 octobre a ressoudé la société israélienne. Et la force qu'on voit de la société civile est absolument, je dirais, exemplaire. Alors, je reprends le problème des gens déplacés. C'est un problème. Le gros problème étant que ça ne peut pas continuer éternellement. Combien de temps ça va durer jusqu'à temps que ces personnes pourront ou revenir dans leur maison, dans la mesure où ils en ont, ou avoir des maisons qui seront construites pour remplacer ce qui s'est passé, et dans quelle mesure est-ce que ces gens-là, je parle surtout des gens du Sud, mais aussi du Nord, sont prêts à revenir habiter tant qu'il n'y aura pas une solution
de sécurité, étant qu'ils ne se sentiront pas en sécurité pour revenir habiter là où ils étaient avant. Parce que également, à part, je dirais, ce traumatisme collectif continu, il y a une grosse crise de confiance en Israël, et pas seulement pour les habitants du sud ou du nord, mais pour une grande partie de la population en Israël, parce que finalement, ce qui s'est passé, ça a été vraiment un échec total de l'armée israélienne qui n'a pas su protéger ses citoyens, et le rôle de l'armée, c'est de protéger le pays, et l'armée n'était pas là. Et il va falloir maintenant reconstruire cette confiance. D'ailleurs, la manière dans laquelle l'armée israélienne a réussi à se ressaisir en 24 heures et la manière dans laquelle l'opération aujourd'hui est en cours à Gaza montre que finalement, l'armée israélienne est à la hauteur quand elle s'y met. Malheureusement, le 7 octobre, elle n'était pas là. Pourquoi? C'est à voir, mais à partir du 8 octobre, l'armée israélienne, je pense, est en train de démontrer à quel point elle peut être efficace et elle peut finalement jouer le rôle que doit jouer le rôle d'une armée pour protéger les citoyens de son pays. Alors, une fois de plus, pour les gens du Nord et pour les gens du Sud, le gros problème sera essayer de restaurer une certaine confiance pour qu'ils puissent revenir en espérant le plus rapidement possible des endroits qu'ils ont quittés. Le problème aujourd'hui, c'est de garantir que ces 200 000 personnes, et ce n'est pas que des gens qui travaillent, mais les enfants et les femmes, etc., puissent essayer de revenir à un certain sorte de normalité. Quand je veux dire normalité, ça veut dire retourner au travail pour ceux qui travaillent. Et là, on a un problème, par exemple, où des gens de Kiryat Shmona ont été, je dirais, logés à Jérusalem. Et pour revenir travailler à Kiryat Shmona, ce n'est pas possible de faire le trajet aller-retour tous les jours. Donc, il faut peut-être essayer de trouver des solutions ou rapprocher les gens qui ont été déplacés à côté de l'endroit où ils ont leur gagne-pain. C'est une chose que nous, en tant qu'employeurs, on a essayé de faire pendant ces dernières semaines. Et je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, autour de la bande de Gaza, il y a 42 usines, des kibbutzim. Il y en a 4 qui ont été touchées grièvement. Tout le reste, aujourd'hui, retravaille. Et même l'usine de Be'eri, ce fameux kibbutz qui a été énormément touché, ils ont une imprimerie digitale. Ils ont repris le travail. Et Kafrit, qui est de Kfar Adla, a repris le travail. Et voir comment les gens sont prêts, et c'est des gens qui habitent non pas seulement du kibbutz, mais également des villes autour de Sderot, de Ofakim, sont prêts à revenir travailler, parce que finalement, revenir à la normalité de le matin, aller travailler, ça fait partie je dirais, de la manière, de la résilience des travailleurs et de la société israélienne. Et donc, sur les 42 entreprises, la quasi-majorité retravaille. La même chose, d'ailleurs, dans le Nord. Vous avez dans le Nord des kibbutzim qui ont été évacués. Pourquoi, comment, c'est une autre question. Mais le fait est qu'il y a des usines dans ces kibbutzim. La majorité de ces usines continuent à travailler. Les gens viennent la journée, sont escortés par l'armée, puisque la zone est une zone qui est en danger, et reviennent le soir. Il y a même une usine qui travaille 24 heures sur 24 au kibbutz Sasa, qui est une usine qui fournit du matériel militaire, et donc effectivement, elle doit travailler 24 heures sur 24. Donc, la majorité, quand on parle de la structure industrielle du pays, elle est en train de reprendre et de se remettre à travailler, malgré le manque de travailleurs dont j'ai mentionné avant. On essaye donc de trouver une solution, et la solution, je sais que par exemple, la Chambre de commerce France-Israël a déjà lancé un appel pour des gens, peut-être venir, des ingénieurs qui pourraient aider, etc. C'est une initiative qui est certainement qui est très bonne, mais finalement, je pense que d'abord, les Miluimnikim ou les réservistes ne vont pas rester sous les drapeaux tellement longtemps. Et là, je pense qu'une fois de plus, l'impact économique de la crise, effectivement, dépendra de la longueur de la crise. Plus la crise sera longue, plus l'impact économique sera grand. Mais d'un autre côté aussi, l'adaptation à la nouvelle situation sera aussi sera facilitée. C'est-à-dire que, par exemple,
on appelle des retraités à travailler dans les entreprises, on fait des heures supplémentaires et même la productivité de ceux qui sont là, dans beaucoup d'entreprises, arrive à remplacer une partie de la main-d'œuvre qui a été appelée sous les drapeaux. Alors là aussi, il faut faire la différence. Tous les secteurs ne sont pas affectés de la même manière. C'est sûr que le tourisme, il n'y a plus. Et les hôtels d'ailleurs sont pleins, mais c'est pas une bonne nouvelle parce que finalement des réfugiés dans les hôtels, c'est pas des touristes dans les hôtels. Les hôtels sont pleins, mais toutes les attractions autour, guides touristiques, autobus, tout ce que vous voulez, ça c'est malheureusement au point mort et ça prendra du temps à reprendre. Mais une fois de plus, le tourisme dans l'économie israélienne représente que 2 à 3% du PIB. Donc c'est pas dramatique, c'est dommage, c'est un perte à gagner, mais c'est pas dramatique. Le deuxième secteur est le secteur de l'agriculture. Alors vous entendez beaucoup des volontaires français qui viennent aider à cueillir les fraises en Israël. Là aussi, il ne faut pas dramatiser la situation. C'est vrai que dans la région du sud, il y avait beaucoup de cultures sous serre et c'était presque, je dirais, mais c'était pas, ça représentait que 10 à 15% de la production agricole du pays. Il n'y a pas de pénurie d'alimentation en Israël. Les fruits et légumes peut-être sont plus chers, et on parlera également de la vie chère, mais de façon générale, l'agriculture, et je pense que là, ce qui va se passer d'ailleurs, l'un des articles de ce week-end parlait de l'introduction de robots pour faire la cueillette des tomates. Alors, vous voyez que finalement, bon, c'est pas encore tout à fait au point, bien que la compagnie qui le fait vend déjà ses robots en Hollande. Et en fait, quand les Israéliens autour de Gaza ont demandé d'où viennent ces robots, ils ont téléphoné en Hollande, on leur dit mais c'est des robots israéliens, alors adressez-vous directement à la maison en Israël. Donc, il y a aujourd'hui tous des systèmes technologiques et je pense que le manque de main-d'œuvre ne va faire qu'augmenter les solutions technologiques pour remplacer la main-d'œuvre, ce qui va augmenter la productivité. Donc, quand je parle d'une crise qui finalement a également des répercussions positives, on voit beaucoup de créativité dans ce domaine-là. Alors, c'est pas demain qu'on remplace tous les gens qui cueillent des tomates, mais je pense que dans les années à venir, on va voir, et certainement cette crise aujourd'hui va ne faire que augmenter les investissements dans ces technologies avancées pour l'agriculture. Le troisième secteur qui, lui, est très problématique, c'est le secteur de la construction. Alors là, malheureusement, les choses sont au ralenti et la crise du logement en Israël, elle existait avant encore le 7 octobre, mais dans la construction, le gros problème, une fois de plus, est la main-d'œuvre. Et là, on a un autre problème, c'est une grande partie de la main-d'œuvre était des travailleurs qui venaient de la rive occidentale du Jourdain, donc des territoires, ce qu'on appelle la Samarie et la Judée, puisqu'il y avait plus de 140 000 Palestiniens qui, tous les jours, venaient travailler en Israël. Depuis le 7 octobre, il y a également ce manque de 140 000 travailleurs. Une fois de plus, dans quelle mesure est-ce que une partie vont pouvoir revenir travailler? Est-ce qu'eux veulent revenir? Est-ce que les Israéliens, les employeurs sont prêts à les recevoir? Quand je parle d'une crise de confiance, ce n'est pas seulement une crise de confiance entre les Israéliens et leur gouvernement, c'est également une crise de confiance entre la population israélienne et la population des territoires, où en fait, le sentiment d'insécurité, tout ça, ce sont des choses auxquelles il va falloir s'adresser de façon sérieuse. Je pense que, et là aussi, en tant que patronat israélien, nous avons des entreprises vitales qui avaient besoin des employeurs, des travailleurs palestiniens, par exemple, dans tout ce qui est l'industrie d'alimentation, et on a pris des mesures pour faciliter la venue de travailleurs palestiniens des territoires qui sont venus travailler, même pendant, et qui viennent encore, avec des permis spéciaux, puisque si l'entreprise est une entreprise qui est considérée comme vitale, donc les travailleurs même sont considérés comme des travailleurs vitaux et viennent travailler. C'est pas facile parce que dans les checkpoints militaires, le soldat, lui, il ne reconnaît pas toujours les permis qui sont, et il n'est pas toujours prêt à faire rentrer les travailleurs, mais ça fait partie des problèmes de bureaucratie sur le terrain. Mais il y a aujourd'hui, il n'y a plus les 140 000 qui viennent, mais il y a quelques milliers qui ont été autorisés à venir. Mais dans la construction,
c'est un gros problème. Et d'ailleurs, on est aujourd'hui en train d'essayer d'augmenter d'une façon très importante le nombre de travailleurs étrangers non palestiniens qui pourraient venir remplacer les travailleurs palestiniens. Les travailleurs palestiniens, comme je l'ai dit, travaillaient dans la construction, dans l'agriculture et en partie dans les services. Là aussi, le fait qu'ils ne pourront plus, ne voudront plus, on ne laissera plus venir travailler, ça va avoir une répercussion également sur l'économie des territoires. Et là aussi, il faut prendre ça en considération. Est-ce que c'est une bonne chose que d'avoir tout d'un coup 150 000 ou 140 000 Palestiniens au chômage qui gagnaient 3 ou 4 ou 5 fois le salaire qu'ils peuvent avoir dans les territoires? Il faut prendre ça également en considération. Alors, je sais, il y avait également des travailleurs de Gaza, à peu près 20 000 qui avaient été autorisés dans les derniers mois à rentrer en Israël. Alors là aussi, je sais qu'il y a il y a aussi la réalité qu'une partie de ces travailleurs ont certainement donné des renseignements au Hamas sur beaucoup de choses qui se passaient autour de la bande de Gaza, dans les kibbutzim, etc. Donc là aussi, il y a un problème de sécurité. Il y a également tout le concept, est-ce que le fait d'améliorer la vie économique de nos voisins palestiniens va amadouer ou va calmer les esprits? Malheureusement, avec le Hamas, on ne peut pas calmer les esprits. Le Hamas, ce sont des terroristes ignobles qui ne veulent que la destruction d'Israël et aucune dissuasion n'est possible face au Hamas. Maintenant, on le sait, certaines personnes avaient des illusions comme quoi on pouvait peut-être en leur donnant de l'argent et leur donnant des responsabilités, cela va, je dirais, créer une nouvelle situation. Le gouvernement actuel et monsieur le Premier ministre, en partie, est responsable de cette politique pendant une quinzaine d'années. C'est une politique qui a complètement échoué. Donc, il va falloir réfléchir, une fois de plus, la relation qui a une dimension économique entre nous et les travailleurs palestiniens des territoires et l'avenir économique des territoires si effectivement ils doivent se séparer d'Israël. Un autre problème qui est lié, mais qui est dans la même lancée, je vous en parle, ce sont les Arabes israéliens qui, eux, représentent 2 millions sur les 10 millions d'Israël, qui sont des citoyens à part entière, qui, eux aussi, il y a un problème de confiance qui s'est créé et parmi les Israéliens vis-à-vis des Israéliens d'origine juive et les Israéliens d'origine arabe, il y a également eu des problèmes, mais 40% des gens qui travaillent dans le système de santé israélien sont des Arabes israéliens et vont continuer à travailler et il faut certainement œuvrer à créer une meilleure entente et des meilleures relations entre les Arabes israéliens et les Juifs en Israël. Et c'est un problème parce que finalement, cette coexistence existe. D'ailleurs, la quasi-majorité des Arabes israéliens se comportent vraiment d'une façon exemplaire. Et c'est seulement quelques extrémistes qui, en fait, ne représentent pas toute la communauté. Une grande partie de la communauté arabe israélienne, je pense, a très bien compris et comprend très bien à quoi nous sommes affrontés. Et pendant les 75 ans avec lesquels ils ont cohabité avec les Juifs en Israël. Ils ont également évolué dans leur manière de voir comment les choses peuvent évoluer. Et je pense que là aussi, il y a une dimension économique, mais pour l'instant, la situation est tout à fait gérable et très bonne. Alors, il y a effectivement l'autre secteur, qui est le secteur du high-tech, et c'est vrai que c'est le secteur qui était le secteur moteur de l'économie israélienne. Et c'est vrai qu'avant le 7 octobre, déjà ce secteur-là était en difficulté pour des raisons globales. Il y avait un ralentissement dans le monde entier des investissements dans le high-tech. Les grandes compagnies, Google, Facebook, Amazon, etc., avaient licencié beaucoup de personnes, pas en Israël d'ailleurs, mais en Israël, il y avait également eu un ralentissement surtout sur la levée de fonds. Et là aussi, il faut mettre les choses en proportion. L'année 2021 était une année record à peu près de 27 milliards de dollars investis à l'étranger. C'était investi en Israël d'argent qui venait de l'étranger. C'est un chiffre qui est c'était absolument impensable. Donc, c'était vraiment beaucoup d'argent qui est rentré dans des startups, dans des entreprises israéliennes. Donc, la chute, quand vous êtes à un tel pic, on ressent une chute énorme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour beaucoup
de compagnies high-tech ou des investisseurs ou qu'on appelle des capital risque, ils sont en attente et ils attendent de voir comment la situation va se développer. Mais d'un autre côté, vous avez beaucoup de compagnies high-tech israéliennes qui finalement, la majorité de leurs employés ne sont pas en Israël. Prenez une compagnie comme Wix, vous connaissez peut-être, une compagnie comme Checkpoint. Ce sont des compagnies qui ont leur centre de recherche et développement en Israël et qui ont des centaines, sinon des milliers d'employés à l'étranger. Ces compagnies-là continuent à fonctionner. C'est vrai que c'est plus difficile puisque le headquarter est réduit et il y a donc une réduction des effectifs en Israël, mais tous les effectifs à l'étranger continuent à travailler. Donc, ces compagnies israéliennes multinationales continuent à travailler. Mais c'est vrai que pour des startups qui sont au début de parcours, il y a des problèmes. Là, le gouvernement a essayé de mettre évidemment sa main à la poche et à faire du matching de fonds pour des compagnies de high-tech. Mais là aussi, une fois de plus, je pense que si vous voulez, la mobilisation, ce qu'on voit, en fait, cette solidarité en Israël, et j'ai parlé du fait que finalement, Israël a toujours été renommé pour trouver des solutions à des problèmes. C'est ça, je dirais, la marque d'Israël, c'est les inventions israéliennes, le start-up israélien ou la start-up nation, c'est justement le fait que les Israéliens, face à des problèmes, savent donner des solutions out of the box, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la ligne normale des affaires. Et je pense que là aussi, avec la crise que nous avons, il va y avoir beaucoup de startups qui vont en fait essayer de trouver des réponses qui seront et pour Israël et pour le reste du monde, que ce soit dans le domaine même de l'agriculture, comme je l'ai dit, mais dans le domaine même dans le domaine médical avec les traitements de traumatisme, etc. Il y a des compagnies qui sont en plein là-dedans. Dans le domaine, une fois de plus, même de la construction, on voit que finalement, les Israéliens sont en train de chercher des réponses à des problèmes et c'est pour ça que je suis relativement optimiste. Mais en général, je suis quelqu'un d'optimiste. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile de garder de l'optimisme en Israël, mais je fais partie de la génération qui a célébré son 20e anniversaire à la guerre de Kippour. J'ai eu droit pour mon anniversaire au cessez-le-feu de la guerre de Kippour, quand j'étais de l'autre côté du canal. Il a fallu la guerre de Kippour pour amener la paix avec l'Égypte. C'est vrai que ça a pris 5 ans et demi après. Mais il a fallu la catastrophe de Kippour qui a déclenché quelque chose qui nous a amené avec la paix avec l'Égypte. Je pense que la catastrophe que nous vivons aujourd'hui, j'espère, va nous amener à réaliser que finalement, il n'y a qu'une solution politique possible. Quel genre de solution, c'est à voir, mais que finalement, essayer de maintenir une situation où on gère le conflit avec les Palestiniens, où on fait la paix avec tous les pays arabes autour de nous sans prendre en considération le problème palestinien, ça ne marche pas. Il faut trouver une solution de cohabitation, essayer de trouver, pas avec le Hamas n'est pas le partenaire, c'est sûr, il faut anéantir le Hamas, il faut une totale capitulation du Hamas, et ça, Israël, je pense, il y a un consensus là-dessus, mais quand je regarde l'avenir, je pense que la société israélienne est en train de comprendre que finalement, il va falloir trouver une solution. La solution n'est pas que la solution militaire. La paix est finalement la meilleure garantie pour la sécurité et non pas le militaire, puisqu'on a vu que même avec le militaire, on ne peut pas garantir la sécurité. Alors, je sais, ça c'est un petit peu du politique, je sais que certaines personnes ne sont pas d'accord avec moi, mais je suis tout à fait confiant dans le fait que finalement, on trouvera, on va vers une solution. D'ailleurs, il faut voir comment les relations avec le monde arabe, depuis le 7 octobre, finalement, aucun pays arabe des accords d'Abraham n'a rompu ses relations avec Israël. C'est vrai, ils sont tous, je dirais, ils ont baissé le profil, ce qu'on appelle, les choses se passent sous la table. Aucune ambassade n'a été fermée, que ce soit à Abu Dhabi, que ce soit au Caire, que ce soit à Amman, que ce soit à Rabat. Et ça, finalement, c'est quelque chose de très positif.
une fois de plus, la relation économique avec ces pays-là ne faisait que commencer, mais je pense que les choses, une fois, quand le conflit armé sera derrière nous, je pense qu'on verra, en fait, j'espère que les relations avec ces pays-là vont relancer et que finalement, Israël euh, s'intégrera d'une façon, je dirais, positive dans la région. Et d'ailleurs, ce que nous voyons, et là vous êtes en France, je sais qu'on ne peut pas ne pas parler de ce que la réaction de l'opinion publique occidentale, qui est absolument scandaleuse, a transformé l'agressé en agresseur. Mais ça, je dirais, ça fait partie d'explications psychologiques, sociétales que je n'ai pas. Et l'antisémitisme également est quelque chose que nous, en Israël, nous sommes immunisés par ça, mais on a du mal à comprendre ce qui se passe. C'est à vous de savoir ce qui se passe, et dans quelle mesure est-ce que ça a des répercussions économiques. Ça n'en a pas pour l'instant. C'est-à-dire que les campagnes de BDS qui existaient avant le 7 octobre, sur le point de vue économique, n'avaient pas beaucoup de succès. Il y avait beaucoup de titres dans les journaux là-dessus, mais en réalité, comme une grande partie de ce que Israël produit, c'est ce qu'on appelle du B2B, c'est-à-dire business to business. Ce ne sont pas des produits qui sont des produits de consommation qu'on peut trouver, identifier. Et donc, tous ces courants de boycottage de produits israéliens, finalement, n'ont pas été très suivis. Et pour l'instant, les gouvernements, parce que le gros problème sera dans quelle mesure est-ce que les gouvernements décideront de boycotter Israël. Ça, c'est déjà du politique. Je ne pense pas qu'on y est. On n'y est pas. C'est vrai qu'il y a un pays comme la Turquie, et aujourd'hui on a entendu les déclarations espagnoles, mais même la Turquie n'a pas rompu ses relations économiques avec Israël. Depuis, je m'occupe beaucoup du dossier turc. Nous avons des relations très étroites entre le secteur privé israélien et le secteur privé turc. C'est vrai qu'il y a un appel en Israël, certaines personnes appellent à boycotter les produits turcs. Je pense que ce n'est pas à nous de lancer des boycottages de produits à cause d'une politique de gouvernement qui ne nous plaît pas, parce que ce sera un boomerang contre nous. Mais ça, c'est un autre problème. Voilà, donc j'arrive à la 40e minute. Je pourrais encore continuer à parler du rôle de l'État et des compensations qui sont mises en place, parce que certainement c'est quelque chose d'important. Comme je l'ai dit quand j'ai commencé, le gouvernement, ça a mis du temps à l'administration israélienne de comprendre l'ampleur du problème, mais on voit de plus en plus les ministères quand même commencer à, euh, à agir et à donner des réponses, puisqu'ils ont les moyens de le faire, il faut seulement trouver le bon moyen de le faire. Euh, je vois qu'il y a des questions sur les problèmes de logistique, etc. Alors, c'est vrai qu'on a un problème pour les transports aériens, parce qu'il y a pas mal de compagnies aériennes qui ne volent plus sur Israël. J'espère que là aussi, ça va changer, puisque le gouvernement israélien a mis en place des systèmes de garantie et d'assurance, ce que demande une partie des compagnies étrangères. Et je pense que les choses vont reprendre petit à petit. Pour ce qui est du transport maritime, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la compagnie Tzim a annoncé qu'elle déviait ces bateaux qui n'arriveront plus à Eilat, mais feront le tour de l'Afrique, vu ce qui se passe en mer Rouge ou en mer Arabe. Et ça, c'est un problème qui montre à quel point le problème auquel Israël fait face n'est pas seulement un problème israélo-palestinien. Ça aussi, ça me donne un certain optimisme dans la mesure où finalement, ce qui se passe aujourd'hui entre nous et les Palestiniens fait partie d'une confrontation beaucoup plus grande, une confrontation au niveau global. Et là, heureusement, les Américains ont fait ce qu'ils ont fait vraiment d'une façon exemplaire, sont venus pour garantir d'abord une certaine stabilité dans la région et pour garantir qu'effectivement le conflit ne devienne pas un conflit beaucoup plus grand. Dans quelle mesure est-ce qu'ils vont réussir ou pas, c'est à voir, parce qu'effectivement, si le front nord, c'est-à-dire le Hezbollah et Israël, ça s'enflamme, cela devient
totalement une autre dimension avec, comme vous pouvez imaginer, l'Iran qui est derrière, la Russie qui est derrière, la Chine, parce que le jour où Biden était là à Pékin, il y avait Xi Jinping avec Poutine, avec Khomeini, avec encore d'autres leaders de l'axe du mal qui est en train de se recréer. Et vous avez du côté de l'Occident, j'espère, des gens qui comprennent à quel point nous sommes dans une confrontation qui a plus que la dimension israélo-palestinienne. Au niveau économique, une fois de plus, les deux, nous avons aujourd'hui, par exemple, des très bonnes relations avec l'Inde qui devient un allié stratégique pour Israël, et au niveau économique, nous développons beaucoup de relations avec l'Inde, pas seulement au domaine des armements, mais dans l'agriculture, dans la médecine, dans la communication, dans les énergies renouvelables. Donc la relation israélo-indienne devient très importante. Je sais que certaines personnes, puisque j'ai vu un reportage dans la télévision française, prétendent que voilà, c'est Modi qui est anti-islamique et c'est pour ça qu'il est pro-israélien. Il n'y a pas que ça. Il y a certainement une compréhension de ce que peut apporter Israël à l'Inde. Et l'Inde est aujourd'hui la prochaine nouvelle frontière. D'abord, nous avons une coopération qui s'appelle I2U2. C'est l'Inde, Israël, les Émirats arabes, United Arab Emirates et les United States. Ce forum de 4 pays qui a été déclenché avec les accords d'Abraham, il y a des projets dans tout ce qui est food security, etc., qui sont en train d'être développés. Un autre pays qui, aujourd'hui, bien qu'il y a également des manifestations là-bas, c'est le Japon. Le Japon qui a fait qui a tourné de 180 degrés son cap et qui était très prudent il y a des années dans ses relations avec Israël. Aujourd'hui, les investissements étrangers et japonais avant le 7 octobre, mais même après le 7 octobre, continuent à venir en Israël. Les Japonais ont pris une décision stratégique qu'il y avait un avantage à faire des affaires avec Israël, à développer des produits et à faire de la recherche et développement avec Israël. Donc le Japon aujourd'hui devient également un allié important. La Corée du Sud également. Donc Israël est en train je ne dis pas de changer de camp, puisque nous appartenons au camp occidental, mais d'avoir des nouvelles ouvertures vers des nouveaux horizons au niveau économique, au niveau politique, au niveau stratégique. Donc, une fois de plus, je pense que les choses sont en train de se développer dans une direction qui peut, une fois que les combats auront fini, une fois que le Hamas aura été anéanti et aura capitulé totalement, parce qu'on ne peut pas laisser le Hamas continuer à décider, à être présent, que ce soit et à Gaza ou même dans les territoires occupés, la Samarie et la Judée. Donc je pense que là, les choses vont se développer d'une façon positive. Alors là aussi, je pense que là, je vais laisser la parole à Yasmine qui me dira dans quelle mesure est-ce qu'il y a des questions auxquelles je ne suis pas adressé et des questions plus spécifiques sur lesquelles vous voulez des précisions. Je reprends depuis le début. Voilà, il y avait une question. Mais donc, combien de temps pensez-vous qu'Israël pourra tenir en mode économie de guerre? Et est-ce qu'il y aura une baisse dans les domaines de l'immobilier? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que les constructions immobilières sont arrêtées? Ça, c'est 3 questions. Après, je vais... Bon, écoutez, combien de temps on tiendra? Bon, de toute façon, on tiendra. On n'a pas le choix. Ça durera combien de temps que ça durera? On tiendra. Il n'y a pas de choix. Donc, Israël est un pays qui a déjà prouvé qu'il était en mesure de surmonter des obstacles. Effectivement, c'est sûr que le plus rapidement les choses se termineront, le mieux ça ira pour tout le monde. Mais je ne peux pas voir une situation où on ne peut pas continuer. Alors, bon, le niveau de vie en Israël, si la crise continue et si la crise s'enflamme, le niveau de vie israélien va baisser, bien que la croissance pour l'économie israélienne est prévue l'année prochaine à plus de 2%, ce qui est supérieur à la croissance de l'Union européenne. Donc,
une fois de plus, la consommation privée, c'est vrai, est en baisse aujourd'hui parce que les gens ont moins envie de sortir, d'aller dans les restaurants. Mais au contraire, il y a aussi une mobilisation pour essayer quand même de faire tenir et d'acheter bleu-blanc et de quand même s'obliger à dépenser de l'argent. Alors, au niveau de l'alimentation, c'est vrai qu'avec les différentes déclarations souvent de responsables politiques, les gens ont accumulé beaucoup de nourriture. Et donc, la nourriture et toute l'alimentation a plutôt augmenté dans sa consommation, mais c'est vrai que les gens ont moins le plaisir à aller s'acheter des nouvelles chaussures ou des nouvelles télévisions. Mais d'une façon générale, une fois de plus, Israël fonctionne, l'économie fonctionne et elle reprend. Aujourd'hui, je ne dis pas business as usual, mais c'est ce qu'on appelle la business continuity, c'est-à-dire il faut garantir que les affaires continuent à tourner. Ça fait partie également des défis que nous avons tous à continuer à dépenser de l'argent pour que l'économie continue à travailler. Pour ce qui est de l'immobilier, c'est un gros problème, mais c'était un problème qui était avant. Il a été accentué d'une certaine manière par la crise, et peut-être que ça donnera, je dirais, des idées positives au gouvernement, parce que finalement, le gros problème de la construction en Israël était un manque d'offres par rapport à la demande. Et pourquoi il y avait tellement peu d'offres? Parce que le gouvernement, comme vous le savez, en Israël, contrôle presque tout le territoire israélien, 90% ou même plus appartient à l'État, et tout le processus de dégeler des terrains et donner des permis de construction, etc., tout ça, ce sont des processus très lourds en Israël. Peut-être que justement, cette lourdeur, vu la crise qu'on est en train de faire, les choses ne vont pas revenir comme elles étaient avant le 7 octobre. Beaucoup d'Israéliens sont absolument convaincus qu'on ne peut pas revenir à la situation pré-ante du 7 octobre. Beaucoup de choses doivent changer dans les priorités du gouvernement, dans le budget du gouvernement. Là, je ne veux pas faire trop de politique, mais la manière dans laquelle le gouvernement israélien a fait passer ou veut faire passer son budget de 23 à 24 est absolument scandaleux et ça ne va pas tenir longtemps. Parce que je pense qu'on doit complètement changer les priorités du budget israélien. Heureusement, le gouverneur de la Banque centrale, son mandat a été reporté, donc il va continuer. Il est certainement quelqu'un de responsable. Notre ministre des Finances est en train de profiter de ce qui lui reste comme temps d'être là où il est, parce qu'il ne va pas rester très longtemps, je dirais, de remplir les poches à ses électeurs. C'est absolument impensable ce qu'il est en train de faire, mais ça ne va pas durer longtemps. Donc, on s'engage vers certainement ce gouvernement aujourd'hui, le taux d'acceptance, le taux de confiance dans le gouvernement actuel est au plus bas, et ça va se traduire d'une certaine manière. Le gouvernement va être remplacé. Comment, où, à quel moment, je ne sais pas encore, mais il est certain que je dirais, le paysage politique israélien dans les prochaines élections, s'il y a des élections, ou dans le prochain gouvernement, s'il y a un changement qui se fait par des différentes mesures internes du Parlement, etc., ne ressemblera pas au gouvernement que nous avons aujourd'hui. Vous avez deux ministres qui sont absolument, je dirais, incontrôlables, qui font des dégâts internes et externes. M. Ben Gvir et M. Smotrich sont absolument, je dirais, des parias qui ne devraient pas être au gouvernement, et malheureusement, notre Premier ministre n'est pas en mesure de les foutre à la porte, ce que aurait dû faire depuis très longtemps. Et ça, c'est de la politique, mais ça a également un côté économique. Alors, une fois de plus, je ne suis pas au gouvernement, je peux dire ce que je pense, mais je pense aujourd'hui, j'ai eu une réunion avec des sondages sur l'opinion publique israélienne. Je pense que plus de 80% de la population en Israël aujourd'hui désavoue son gouvernement. Mais pour l'instant, on est en guerre, il faut lutter, il faut gagner cette guerre, et sur là, il y a un consensus immense de toute la population israélienne, mais pour ce qui est le politique, il est vraiment en dessous de tout. Il y a une question sur les positions de la Chine et l'Arabie Saoudite. Et il y avait une question aussi, j'ai vu, sur la bourse. Comment se comporte le marché boursier israélien? D'autres questions?
Alors, Et on dit alors que la la Chine, Bible prévoit l'arrivée d'1 million de Juifs. ah, Mais est-ce est prêt à qu'il y en aura... recevoir même plus. Vous savez, les Britanniques ont dit en 48 qu'il n'y avait pas de place pour un chat en Israël. Il y avait à l'époque 600 000 personnes, on est 10 millions aujourd'hui. Le problème n'est pas un problème de place. On trouvera de la place. J'ai habité à Hong Kong. Je vous assure que c'est beaucoup plus dense que tout ce qu'on connaît en Israël. Et Hong Kong est prospère. En tous les cas, il l'était jusqu'à ce que les Chinois fassent des bêtises. Bon, pour ce qui est de la Chine, aujourd'hui, tout ce qui est allié aux Américains est un problème pour la Chine. J'étais le premier attaché commercial israélien à Pékin en 1992. Je connais les relations israélo-chinoises depuis 89, qui était la première fois où j'ai visité Pékin après les événements de Tiananmen. La Chine a des intérêts, fait une politique qui sert des intérêts chinois. Et aujourd'hui, nous sommes, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai dit déjà même avant le 7 octobre, nous sommes dans une troisième guerre mondiale. Comment elle va se développer? On a vu après, à partir du 24 février, où les Russes ont envahi l'Ukraine, tout a changé. Et ce qui se passe aujourd'hui fait partie de cette confrontation, de ce changement, de cette guerre, je dirais, guerre mondiale qui va pas être comme la deuxième ni la première, qui va être différente, mais on est en plein dedans. Et cette confrontation américano-chinoise affecte tout le monde. Alors c'est vrai que les Européens essayent de, de jouer sur tous les tableaux, pas tous les Européens, les Hongrois certainement, les Italiens un petit peu, les Allemands ont des gros problèmes parce qu'ils ont beaucoup d'investissements en Chine. La France, je ne me suis pas appuyé trop sur la politique française, mais c'est vrai qu'on est dans une confrontation globale. Et dans ce jeu-là, les Chinois ont choisi leur camp. Leur camp, c'est le camp des Russes. Leur camp, c'est le camp des Iraniens. Leur camp, c'est le camp des anti-américains. Donc, c'est comme ça qu'il faut interpréter la chose. Nous n'avons aucune raison de devenir les ennemis des Chinois. On ne veut pas avoir les Chinois sur le dos, au contraire. Mais il faut comprendre que la Chine, si vous voulez, on pourra faire un séminaire sur la Chine. C'est une question passionnante. Mais la Chine devient de plus en plus présente également au Moyen-Orient, en l'occurrence en Arabie Saoudite. Alors, vous allez demander qu'est-ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite. Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, les missiles qui arrivent des Houthis au Yémen sont interceptés par les Américains, par les Saoudiens et par les Israéliens. Donc, la couverture aérienne dans la région est le résultat d'une coopération militaire israélo-américano-saoudienne. Bon, dans quelle mesure est-ce que ça va aller au-delà de ça? C'est à voir. Mais il est certain que là aussi, l'opération du Hamas avait pour but de saboter tout rapprochement possible entre Israël et l'Arabie Saoudite. Euh, je n'ai pas visité l'Arabie Saoudite, mais je peux vous dire que il y a certainement beaucoup de complémentarité en ce que l'Arabie Saoudite essaye de faire, c'est-à-dire de se moderniser et de diversifier son économie et de la faire moins dépendante du pétrole, et les possibilités israéliennes à contribuer à ce que l'Arabie Saoudite de la manière dans laquelle l'Arabie Saoudite veut se transformer. Et le gros projet NEOM qui se trouve à 200 km au sud d'Eilat, si jamais il se développe, je pense qu'il va certainement avoir un effet économique, politique, culturel sur toute la région et sur Eilat également, et des compagnies israéliennes, je pense, pour l'instant, peut-être avec d'autres identités que Israël, sont présentes et participent à ce qui est en train de se faire en Arabie Saoudite. Pour ce qui est de la position de l'Arabie Saoudite face au conflit, si vous regardez et vous lisez bien entre les lignes de la dernière réunion à Riyad du sommet arabe, je pense qu'il est plus important de voir ce qui n'a pas été écrit que ce qui a été écrit. Et finalement, comme je le disais avant, les accords d'Abraham, les pays arabes avec lesquels nous avons des relations, pour l'instant, tant que les choses se suivent le cours qu'elles suivent, n'ont pas rompu leurs relations avec Israël, et j'espère que ça continuera comme ça. Je ne vois pas d'autres questions. Bon, écoutez, je pense que je n'ai pas été trop pessimiste. C'est vrai que j'ai tapé beaucoup sur notre gouvernement, mais je pense qu'il il l'a mérité, dans la manière dans laquelle il nous a fait dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et je pense que les choses
vont changer et que finalement, de l'endroit qui est tellement bas dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire de ce précipice, on ne peut que remonter. Et je pense que vous allez voir qu'Israël va réussir à surmonter les obstacles. Et je suis optimiste. J'ai deux petites filles, une de 2 ans, une de 3 ans, une de 4 mois. Et je veux qu'elles vivent dans un pays prospère qui vit en paix au Moyen-Orient. Et je ferai tout